Bonjour. Oui, ça n'était pas une surprise. On attendait simplement la date. On espère maintenant que Emmanuel Macron va enfin sortir une idée, parce que ça fait 6 mois qu'il est dans l'incantation, dans les mots creux, les formules, et c'est vrai que pas une seule idée n'a émergé de ce qu'il a dit. Par contre, il a déjà un bilan. Il a déjà un bilan puisqu'il a été 2 ans et demi ministre de l'économie et des finances, et qu'auparavant, il était un des principaux conseillers de François Hollande à l'Élysée. Tout à l'heure, Renaud Dutrey disait c'est lui qui l'a empêché de faire des bêtises, entre guillemets. Il ne peut pas être comptable, justement, du quinquennat de François Hollande. Moi, je trouve que Emmanuel Macron lui-même a fait beaucoup de bêtises pendant ce quinquennat. C'est pour ça que je pense qu'il y aura, dans cette candidature, si vous voulez, je me demande quel est l'intérêt, au fond, de cette candidature. Parce qu'il va venir s'ajouter à un créneau ultra-libéral européiste qui est déjà complètement saturé dans cette élection présidentielle. Ils sont déjà tous sur ce créneau. Tous, ils nous expliquent qu'il moins faut... Nicolas Sarkozy, peut-être Alain Juppé. Sarkozy, vous savez, à part ses propos de campagne quelques semaines avant l'élection, on sait très bien qu'il est sur la même lignée que les autres. Tous, ils veulent plus d'Europe. Tous, ils veulent tout déréguler, tout déréglementer, tout casser, comme l'a fait déjà Macron quand il était ministre avec les lois Macron et les lois travail qu'il a largement inspirées, qui sont directement copier-coller de ce que veut Bruxelles. Ça sera un candidat très marketing. Alors peut-être chouchou des médias, c'est vrai, chouchou des couvertures, des unes de magazines. Il en a déjà fait beaucoup, avec un grand sourire. Vous êtes en train de dire ce matin que tout ça va s'effondrer. Je pense que ça s'est déjà en grande partie effondré. Je pense qu'il a dû précipiter un petit peu sa candidature parce que, notamment dans les sondages, on voit déjà une baisse assez forte depuis quelques mois. Et donc vous attendez une candidature de Manuel Valls. On fait le tour évidemment. Valls, c'est un peu le même créneau. Je veux dire, pour moi, toutes les idées, si vous voulez, tout ce que porte un Macron ou un Juppé ou un Sarkozy ou un Valls ou d'autres, sont des idées qui ont pris un sacré coup de vieux avec ce qui se passe dans le monde à l'heure actuelle. Quand on voit le Brexit, où il y a justement une aspiration des peuples à maîtriser leur destin et non pas la volonté d'avoir toujours plus d'Europe. Quand on voit l'élection de Trump ou même Theresa May, encore une fois, la première ministre britannique, qui nous explique qu'il faut un État stratège, et alors que eux, ils restent coincés dans le vieux modèle des grands traités de libre-échange, alors que le monde va vers le protectionnisme raisonné, c'est-à-dire la défense des intérêts industriels, la défense de l'emploi. Je me dis que ces idées ont pris un sacré coup de vieux et que ces candidats, derrière quel que soit leur visage, ont déjà de très très vieilles idées, des idées dépassées. Le QG installé dans le 8e arrondissement, est-ce qu'il faut voir un symbole, proximité de l'Élysée? Parce que les sondages, même Libération qui a fait une grande enquête sur les sondages et qui maintenant a l'intention de surveiller le Front National tous les jours, considère que Marine Le Pen donc est à coup sûr, Dixit Libé au 2e tour. C'est-à-dire que Libé veut, vous avez dit surveiller le Front National, c'est ça? C'est la conception. L'œil sur le front, l'observatoire de l'extrême droite. Ah oui, d'accord, oui, c'est ça, d'accord. Donc c'est la conception que se fait Libération de la presse, c'est-à-dire de mettre un peu sous la loupe et sous surveillance un parti politique démocratique et républicain. C'est un peu le journalisme maton, quoi, c'est ça? Ouais. C'est une drôle de conception quand même du journalisme entre nous. Et je crois que ces gens-là n'ont rien compris à la leçon de l'élection américaine où la presse a été à juste titre mise en accusation de ne plus voir la réalité. Comme dit Elisabeth Lévy, votre consoeur, le causeur, il ne faut pas confondre information et rééducation. Et moi, je n'aime pas la presse qui se prend pour des rééducateurs. Ils ne savent pas mieux que nous ce qui est bon ou mauvais. Ils ont leur opinion démocratique comme la nôtre et elle doit être confrontée au choix démocratique des Français par le suffrage universel. Je parle justement de politique concernant le Front National dans la ligne justement de ce nouveau QG. Oui, le QG, alors vous dites oui, bien sûr, il est rue du Faubourg Saint-Honoré. Donc évidemment, certains y verront. Alors il faut pas tous les gens qui faut pas y voir plus que cela, mais c'est vrai que c'est un petit clin d'œil. On l'a appelé l'Escale. Vous voyez, on l'a appelé l'Escale. On se pose là pendant 6 mois rue du Faubourg Saint-Honoré et je crois qu'on a à peu près 200 numéros à remonter pour arriver à l'Élysée. Ça fait un peu plus d'un numéro par jour. Nous y arriverons en convainquant les Français sur le fond de la justesse de notre projet pour redresser la France. Justement, pour être au second tour, puis pour passer éventuellement donc du second tour à la victoire, il y a cette idée qu'on trouve dans la presse ce matin que Marine Le Pen pourrait s'adresser aux banlieues. Est-ce que c'est pas totalement contradictoire avec l'électorat du Front National classique? Alors, Marine Le Pen s'est adressée hier, notamment en banlieue, puisqu'elle a fait une grande convention hier sur le retour de la République dans les banlieues. En disant Nicolas Sarkozy à Nice aussi. Mais il n'y a rien de contradictoire avec le Front. Les banlieues, ça fait partie des quartiers difficiles de la France des oubliés. Alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'argent déversé avec cette coûteuse et inutile politique de la ville. Sauf que cette politique de la ville, les milliards de la politique de la ville, la plupart du temps ne sont pas allés aux habitants.
Ils sont allés dans des structures du clientélisme. Ils sont allés dans des structures du communautarisme. Moi, tout ce qui défait la République. Qui peut exister entre ce que représentent et symbolisent les banlieues et ce que représentait jusqu'à présent une grande partie du je ne sais pas ce que ça veut dire, ce que représentent et symbolisent les banlieues. Alors, si ça veut dire dans l'imaginaire collectif et dans la réalité, malheureusement, aujourd'hui, la délinquance, l'islamisme qui s'implante, le recul des droits des femmes, le chômage de masse, le chômage des jeunes. Massivement, les banlieues votent à gauche et ne vont jamais voter pour le Front National. Ça bouge énormément. Ça bouge énormément. On y fait des scores de plus en plus importants et souvent maintenant on est deuxième ou premier mouvement dans les villes de banlieue. Donc, moi je dis qu'il n'y a pas, ces quartiers ne sont pas condamnés. Il faut les remettre totalement dans la France. Il faut y pratiquer non pas le communautarisme, mais l'assimilation. Et l'assimilation n'est possible que si on arrête ces flux migratoires insensés. C'est ce que dit Nicolas Sarkozy. Et nous avons proposé, par exemple, hier, un fonds pour le développement des start-up, pour les jeunes entrepreneurs qui se trouvent dans ces quartiers. On sait qu'il y en a beaucoup. Il faut qu'on puisse les aider avec ce fonds start-up. Il faut qu'on y remette du service public. Il faut qu'on y remette surtout une exigence de France et non pas considérer que ces quartiers seraient dévoyés et laissés dans les mains de grands frères ou d'imams ou de je ne sais quelle association communautariste. Ça n'est pas la conception qu'on se fait de la République. Dans le Parisien ce matin, puisque nous parlions tout à l'heure de Libération, il y a le Front National, une affaire de famille. Évidemment, le Parisien remarque que Marion Maréchal Le Pen ne fait pas partie je viens de dire l'article. De l'état-major de campagne. Eh bien, c'est faux. Non mais alors à peu près tout est faux dans cet article. Ouais, donc moi j'ai. Elle est pas à Moscou, elle est pas là pour l'inauguration. Non mais alors par exemple, moi on me dit Florian va gérer tel truc, non c'est faux. Marion n'est pas dans l'équipe, non c'est faux. Il y a énorme, tout est faux dans cet article. Vous voyez, c'est ça le problème aujourd'hui. Je vous pose la question. Non mais comment se fait-il qu'il y ait des articles où tout est faux? Il n'y a pas d'information, mais il y a une espèce de fantasme qui est écrit à la place de l'information. Mais c'est très simple de dire, elle va faire partie du QG. Oui, bien sûr. Et de l'équipe rapprochée. Elle est dans l'équipe de campagne, au même titre que moi. D'accord. Il parle de votre frère, considérant que finalement, d'une certaine manière, c'est parce que votre frère sort de l'IFOP et rentre dans cette équipe que Marion Maréchal Le Pen sera écartée, donc par vous, c'est ça le sous-entendu. Oui, j'ai compris le sous-entendu. C'est totalement faux. Enfin, c'est amusant d'écrire des choses comme ça. Sans vérifier, sans passer un coup de fil, sans rien. Voilà, c'est une drôle de conception, encore une fois, du journalisme. Mais bon, on commence à être habitué. D'accord, mais quel va être votre poste, puisqu'on se rapproche justement de ça? Mais moi, vous allez diriger la campagne ou vous allez... Allez, le conseil stratégique est présenté dans 2h30, mais je serai dans ce conseil stratégique, voilà. Donc, vous allez le présider? Mais non, je préside pas le conseil stratégique. Marine Le Pen le préside, c'est elle la candidate, et nous avons un directeur de campagne. Et moi, j'ai un rôle aujourd'hui au Front National, vice-président stratégie communication. Je ferai à peu près la même chose, mais en mode campagne. Et nous aurons une vaste équipe. Une campagne, c'est pas une ou deux ou trois personnes. Votre frère fera partie de ce conseil? Non, il fera pas. Et là, il est pas dans le conseil là. Et il y a beaucoup de fantasmes autour de lui, mais il faut arrêter les fantasmes. Je pose des questions. Non, mais moi, je remarque une chose, c'est que Madame Parizeau a dirigé pendant des années, je crois qu'à Levant, j'ai vu ça là, a dirigé pendant des années l'IFOP, militante acharnée, assumée, publique, anti-Front National. Personne ne s'est jamais demandé si ça avait un impact. Personne ne s'est jamais demandé si ça avait un impact sur son activité professionnelle. Je ne le pense pas. Je pense quand même qu'elle a une éthique et un professionnalisme, mais personne ne s'est posé la question. Alors c'est elle qui était l'unique propriétaire de la boîte et la dirigeante de cette entreprise. Elle est quand même sensible sur le sujet. François Non, Fillon, mais je trouve toujours fatigant ces accusations à sens Dernier unique. point, François Fillon. Alors un sondage Opinion pour Atlantico considère qu'il pourrait gagner la primaire à droite. Et donc que tout ça va se jouer au premier tour dans un mouchoir entre lui, Sarkozy et Juppé, et qu'en tout cas il l'emporterait au second tour. Est-ce que pour vous c'est une nouveauté ou au contraire Fillon, une nouveauté. François Fillon a été ministre, puis Premier ministre de Nicolas Sarkozy pendant 5 ans. Donc je veux dire, aujourd'hui en fait, la primaire c'est tranché entre 3 personnes qui étaient les numéros 1, 2 et 3 du gouvernement Sarkozy. C'est-à-dire Sarkozy lui-même, François Fillon, Premier ministre, et Alain Juppé, un grand ministre des Affaires étrangères, notamment du temps de l'affaire libyenne, qui était une catastrophe. Donc en réalité, comme si une entreprise, si vous voulez, au fond, quel que soit celui qui sort, ça n'a aucune importance pour vous. Mais ce sont les mêmes. Ils ont co-signé la politique Sarkozy pendant des années. Dans un affrontement face à face, Juppé, Sarkozy ou Fillon, c'est pareil. Mais ils ont été dans les mêmes majorités. D'accord, mais est-ce que c'est la même chose? Mais bien sûr que c'est la même chose. Mais quelle que soit leur posture de campagne, c'est strictement la même chose. On en a la preuve parce qu'ils ont gouverné ensemble pendant de longues années. Et ce qui est tout à fait extraordinaire dans cette primaire, ce qui montre qu'il y a un vrai problème de renouvellement, comme si une grande entreprise avait eu 3 dirigeants principaux, qu'elle avait fait faillite, et qu'ensuite on nous demandait de rechoisir parmi ces 3 dirigeants le futur dirigeant de l'entreprise. Je veux dire, il y a un vrai souci, il y a un vrai problème. Mais ceci dit, les électeurs qui voudront voter à cette primaire, ce qui n'est pas le cas des électeurs du Front National, pourront trancher. Mais je pense que l'enjeu, c'est de savoir qu'est-ce qu'on choisit comme modèle pour la France. Est-ce que c'est
toujours plus d'immigration, toujours plus d'Europe, toujours plus d'ultralibéralisme, ou on fait le choix du patriotisme à tout point de vue, le patriotisme politique, le patriotisme économique, et l'idée que la France n'est pas morte, que la nation n'est pas morte, au contraire qu'elle doit se relever. Nous étions avec Florian Philippot, donc le numéro 2 du Front National, ce matin sur l'antenne de Radio. Bonjour. Oui, ça n'était pas une surprise. On attendait simplement la date. On espère maintenant que Emmanuel Macron va enfin sortir une idée, parce que ça fait 6 mois qu'il est dans l'incantation, dans les mots creux, les formules, et c'est vrai que pas une seule idée n'a émergé de ce qu'il a dit. Par contre, il a déjà un bilan. Il a déjà un bilan puisqu'il a été 2 ans et demi ministre de l'économie et des finances, et qu'auparavant, il était un des principaux conseillers de François Hollande à l'Élysée. Tout à l'heure, Renaud Dutrey disait c'est lui qui l'a empêché de faire des bêtises, entre guillemets. Il ne peut pas être comptable, justement, du quinquennat de François Hollande. Moi, je trouve que Emmanuel Macron lui-même a fait beaucoup de bêtises pendant ce quinquennat. C'est pour ça que je pense qu'il y aura, dans cette candidature, si vous voulez, je me demande quel est l'intérêt, au fond, de cette candidature. Parce qu'il va venir s'ajouter à un créneau ultralibéral européiste qui est déjà complètement saturé dans cette élection présidentielle. Ils sont déjà tous sur ce créneau. Tous, ils nous expliquent qu'il moins faut... Nicolas Sarkozy, peut-être Alain Juppé. Sarkozy, vous savez, à part ses propos de campagne quelques semaines avant l'élection, on sait très bien qu'il est sur la même lignée que les autres. Tous, ils veulent plus d'Europe. Tous, ils veulent tout déréguler, tout déréglementer, tout casser, comme l'a fait déjà Macron quand il était ministre avec les lois Macron et les lois travail, qu'il a largement inspiré, et qui sont directement copier-coller de ce que veut Bruxelles. Ça sera un candidat très marketing. Alors peut-être chouchou des médias, c'est vrai, chouchou des couvertures, des unes de magazines. Il en a déjà fait beaucoup, avec un grand sourire. Vous êtes en train de me dire ce matin que tout ça va s'effondrer. Je pense que ça s'est déjà en grande partie effondré. Je pense qu'il a dû précipiter un petit peu sa candidature parce que, notamment dans les sondages, on voit déjà une baisse assez forte depuis quelques mois. Et donc vous attendez une candidature de Manuel Valls. On fait le tour évidemment. Valls, c'est un peu le même créneau. Je veux dire, pour moi, toutes les idées, si vous voulez, tout ce que porte un Macron ou un Juppé ou un Sarkozy ou un Valls ou d'autres, sont des idées qui ont pris un sacré coup de vieux avec ce qui se passe dans le monde à l'heure actuelle. Quand on voit le Brexit, où il y a justement une aspiration des peuples à maîtriser leur destin et non pas la volonté d'avoir toujours plus d'Europe. Quand on voit l'élection de Trump ou même Theresa May, encore une fois, la première ministre britannique, qui nous explique qu'il faut un État stratège, et alors que eux, ils restent coincés dans le vieux modèle des grands traités de libre-échange, alors que le monde va vers le protectionnisme raisonné, c'est-à-dire la défense des intérêts industriels, la défense de l'emploi. Je me dis que ces idées ont pris un sacré coup de vieux et que ces candidats, derrière quel que soit leur visage, ont déjà de très très vieilles idées, des idées dépassées. Le QG installé dans le 8e arrondissement, est-ce qu'il faut voir un symbole, proximité de l'Élysée? Parce que les sondages, même Libération qui a fait une grande enquête sur les sondages et qui maintenant a l'intention de surveiller le Front National tous les jours, considère que Marine Le Pen donc est à coup sûr, Dixit Libé au 2e tour. C'est-à-dire que Libé veut, vous avez dit surveiller le Front National, c'est ça? C'est la conception. L'œil sur le front, l'observatoire de l'extrême droite. Ah oui, d'accord, oui, c'est ça, d'accord. Donc c'est la conception que se fait Libération de la presse, c'est-à-dire de mettre un peu sous la loupe et sous surveillance un parti politique. Le causeur, il ne faut pas confondre information et rééducation. Et moi, je n'aime pas la presse qui se prend pour des rééducateurs. Ils ne savent pas mieux que nous ce qui est bon ou mauvais. Ils ont leur opinion démocratique comme la nôtre et elle doit être confrontée au choix démocratique des Français par le suffrage universel. Je parle justement de politique concernant le Front National dans la ligne justement de ce nouveau QG. Oui, le QG. Alors vous dites oui, bien sûr, il est rue du Faubourg Saint-Honoré. Donc évidemment, certains y verront. Alors il faut pas y voir plus que cela. Mais c'est vrai que c'est un petit clin d'œil. On l'a appelé l'escale. Vous voyez, on l'a appelé l'escale. On se pose là pendant 6 mois rue du Faubourg Saint-Honoré et je crois qu'on a à peu près 200 numéros à remonter pour arriver à l'Élysée. Ça fait un peu plus d'un numéro par jour. Nous y arriverons en convainquant les Français sur le fond de la justesse de notre projet pour redresser la France. Justement, pour être au second tour, puis pour passer éventuellement donc du second tour à la victoire, il y a cette idée qu'on trouve dans la presse ce matin que Marine Le Pen pourrait s'adresser aux banlieues. Est-ce que c'est pas totalement contradictoire avec l'électorat du Front National classique? Alors, Marine Le Pen s'est adressée hier. Tous, ils veulent plus d'Europe. Tous, ils veulent tout déréguler, tout déréglementer, tout casser, comme l'a fait déjà Macron quand il était ministre avec les lois Macron et les lois travail, qu'il a largement inspiré, et qui sont directement copier-coller de ce que veut Bruxelles.
Ça sera un candidat très marketing. Alors peut-être chouchou des médias, c'est vrai, chouchou des couvertures, des unes de magazines. Il en a déjà fait beaucoup, avec un grand sourire. Vous êtes en train de dire ce matin que tout ça va s'effondrer. Je pense que ça s'est déjà en grande partie effondré. Je pense qu'il a dû précipiter un petit peu sa candidature parce que, notamment dans les sondages, on voit déjà une baisse assez forte depuis quelques mois. Et donc vous attendez une candidature de Manuel Valls. On fait le tour évidemment. Valls, c'est un peu le même créneau. Je veux dire, pour moi, toutes les idées, si vous voulez, tout ce que porte un Macron ou un Juppé ou un Sarkozy ou un Valls ou d'autres, sont des idées qui ont pris un sacré coup de vieux avec ce qui se passe dans le monde à l'heure actuelle. Quand on voit le Brexit, où il y a justement une aspiration des peuples à maîtriser leur destin et non pas la volonté d'avoir toujours plus d'Europe. Quand on voit l'élection de Trump ou même Theresa May, encore une fois, la première ministre britannique, qui nous explique qu'il faut un État stratège, et alors que eux, ils restent coincés dans le vieux modèle des grands traités de libre-échange, alors que le monde va vers le protectionnisme raisonné, c'est-à-dire la défense des intérêts industriels, la défense de l'emploi. Je me dis que ces idées ont pris un sacré coup de vieux et que ces candidats, derrière quel que soit leur visage, eh bien, ont déjà de très très vieilles idées, des idées dépassées. Le QG installé dans le 8e arrondissement, est-ce qu'il faut voir un symbole, proximité de l'Élysée? Puisque les sondages, même Libération qui a fait une grande enquête sur les sondages et qui maintenant a l'intention de surveiller le Front National tous les jours, considère que Marine Le Pen donc est à coup sûr, Dixit Libé, au deuxième tour. C'est-à-dire que Libé veut, vous avez dit surveiller le Front National, c'est ça? C'est la conception. L'œil sur le front, un observatoire d'extrême droite. Ah oui, d'accord, oui, c'est ça, d'accord. Donc c'est la conception que se fait Libération de la presse, c'est-à-dire de mettre un peu sous la loupe et sous surveillance un parti politique démocratique et républicain. Bon, c'est un peu le journalisme maton, quoi, c'est ça? Ouais. C'est une drôle de conception quand même, du journalisme entre nous. Et je crois que ces gens-là n'ont rien compris à la leçon de l'élection américaine où la presse a été à juste titre mise en accusation de ne plus voir la réalité, comme dit Elisabeth Lévy, votre consoeur. Bonjour. Oui, ça n'était pas une surprise. On attendait simplement la date. On espère maintenant que Emmanuel Macron va enfin sortir une idée, parce que ça fait 6 mois qu'il est dans l'incantation, dans les mots creux, les formules, et c'est vrai que pas une seule idée n'a émergé de ce qu'il a dit. Par contre, il a déjà un bilan. Il a déjà un bilan puisqu'il a été 2 ans et demi ministre de l'économie et des finances, et qu'auparavant, il était un des principaux conseillers de François Hollande à l'Élysée. Tout à l'heure, Renaud Dutrey disait c'est lui qui l'a empêché de faire des bêtises, entre guillemets. Il ne peut pas être comptable, justement, du quinquennat de François Hollande. Moi, je trouve que Emmanuel Macron lui-même a fait beaucoup de bêtises pendant ce quinquennat. C'est pour ça que je pense qu'il y aura, dans cette candidature, si vous voulez, je me demande quel est l'intérêt, au fond, de cette candidature. Parce qu'il va venir s'ajouter à un créneau ultra-libéral européiste qui est déjà complètement saturé dans cette élection présidentielle. Ils sont déjà tous sur ce créneau. Tous, ils nous expliquent moins Nicolas Sarkozy, peut-être Alain Juppé. Sarkozy, vous savez, à part ses propos de campagne quelques semaines avant l'élection, on sait très bien qu'il est sur la même lignée que les autres, notamment en banlieue, puisqu'elle a fait une grande convention hier sur le retour de la République dans les banlieues, en disant Nicolas Sarkozy à Nice aussi. Mais il n'y a rien de contradictoire avec le front. Les banlieues, ça fait partie des quartiers difficiles de la France des oubliés. Alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'argent déversé avec cette coûteuse et inutile politique de la ville. Sauf que cette politique de la ville, les milliards de la politique de la ville, la plupart du temps ne sont pas allés aux habitants. Ils sont allés dans des structures du clientélisme, ils sont allés dans des structures du communautarisme, tout ce qui défait la République. Qui peut exister entre ce que représentent et symbolisent les banlieues et ce que représentait jusqu'à présent une grande partie du vote. Je ne sais pas ce que ça veut dire, ce que représentent et symbolisent les banlieues. Alors si ça veut dire dans l'imaginaire collectif et dans la réalité malheureusement aujourd'hui, la délinquance, l'islamisme qui s'implante, le recul des droits des femmes, le chômage de masse, le chômage des jeunes. Massivement les banlieues votent à gauche et n'ont pas jamais voté pour le Front National. Ça bouge énormément. Ça bouge énormément. On y fait des scores de plus en plus important, et souvent maintenant on est 2e ou 1er mouvement dans les villes de banlieue. Donc, moi je dis qu'il n'y a pas, ces quartiers ne sont pas condamnés, il faut les remettre totalement dans la France, il faut y pratiquer non pas le communautarisme mais l'assimilation.